Bonsoir François Hollande. Bonsoir Olivier Mazerolle. On a appelé cette émission François Hollande un indécis résolu. Indécis parce que vous avez cette réputation d'avoir eu du mal à trancher lorsque vous étiez premier secrétaire, et résolu parce que depuis près de 2 ans maintenant, vous êtes en campagne en fait, vous marquez une certaine résolution dans les propositions. On va voir tout au long de cette émission si vous êtes un indécis ou un résolu. Depuis l'affaire Strauss-Kahn à New York, vous êtes le favori dans les sondages. C'est plus difficile de faire la course en tête que lorsqu'on est dans la roue du leader? Ça exige de prendre la mesure de ce qui est attendu, c'est-à-dire une responsabilité. Je peux être demain le candidat socialiste dans l'élection présidentielle et donc avoir à être au second tour et être... je l'espère, le prochain président de la République. Donc ça crée effectivement une obligation d'être à la hauteur de l'attente qui est portée sur moi. Question d'actualité. La France et même l'Europe, d'ailleurs, vivent une vraie crise, une vraie tragédie avec la sécheresse. Vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous faites? Il y a eu beaucoup de temps perdu, d'abord, mais je n'aurais pas fait en sorte de constater les dégâts, car ils sont très importants. J'aurais tout de suite permis aux agriculteurs de pouvoir commander des fourrages. Parce que nous savions qu'il y avait un risque de rupture, c'est le cas. Vous trouvez que ça se fait avec retard, là? Oui. Je pense aussi qu'il fallait immédiatement débloquer des aides à la trésorerie pour prévenir ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que des agriculteurs vendent leur cheptel. C'est-à-dire n'attendent pas que leurs animaux soient prêts à la vente, ils anticipent, ce qui fait chuter les cours. Alors, il y a des fonds qui ont été un peu débloqués, mais... Donc nous avons 2 phénomènes qui se produisent, une hausse du prix des approvisionnements et une baisse du prix à la production. Donc il faut à la fois débloquer tout ce qui peut permettre l'approvisionnement. Et là, il y a une mesure toute simple, hein, notamment par rapport à ce qui est l'utilisation des agrocarburants. Il faut absolument que les céréales qui étaient prévues pour cette utilisation soient mises au service des agriculteurs. Et deuxièmement, il faut lutter contre la spéculation sur les marchés. Elle est très forte. Et puis enfin, il faut donner des soutiens en trésorerie aux éleveurs pour éviter qu'ils ne vendent leurs animaux dans les pires conditions. Autre question d'actualité, on a tous été frappés par ce qui s'est produit à Sevran, où il y a des tirs en pleine journée entre bandes rivales autour du trafic de drogue. On voit qu'on tire dans les banlieues parisiennes, ça se produit également à Marseille. Et le maire de Sevran dit, pour mettre fin à ce trafic, il faut absolument légaliser la vente du cannabis. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? Écoutez, il y a d'abord une situation qui est insupportable. J'ai entendu le maire de Sevran demander même que l'armée... Un ancien communiste, hein? Oui, aujourd'hui écologiste, mais demander même que l'armée vienne. C'est dire si sa détresse est grande. Donc, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quand il se passait des événements même moins graves que ceux que nous constatons. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, je crois, se précipitait à aller sur place. Aujourd'hui, plus rien. Enfin si, M. Guéant est venu une nouvelle fois pour ne rien annoncer. Non, c'est un échec considérable. Comment nous pouvons admettre que dans une ville... et ce n'est pas la seule, il puisse y avoir des échanges à balles réelles entre bandes, que des îlots, des bas d'immeubles sont cédés moyennant compensation financière. On a les CRS et les hélicoptères, ça ne suffit pas. Alors ce qu'il faut, premièrement, c'est faire intervenir très régulièrement les forces de police. C'est-à-dire les stationner sur place, lutter contre les trafics. On sait où ça se passe. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une politique d'éradication de ces bandes. Et donc des trafics. Alors, poser la question, le maire de Sevran dit on n'a qu'à légaliser. Mais légaliser, il n'y aurait plus sur le cannabis, ce serait sur d'autres drogues. Mais je pense que néanmoins, la réflexion qui a été engagée, vous savez, par cette commission internationale, mérite quand même réflexion. C'est-à-dire qu'on sait que la pénalisation n'aboutit pas, on le voit bien, à régler le problème. Donc il faut d'abord nous mettre tous ensemble, c'est-à-dire tous les grands pays qui sont touchés par ce phénomène, et regarder les solutions qu'il faut apporter, notamment par rapport à la pénalisation. Et enfin, il faut que chacun, dans nos propres quartiers, nous luttions contre les trafics. Parce que ces trafics-là se produisent aujourd'hui, pas simplement avec le cannabis, ils se produisent sur toutes les drogues. Et moi, je pense que je ne
peux pas tolérer, là vous disiez que j'avais une responsabilité à prendre, je ne peux pas tolérer que dans mon pays, aujourd'hui, il puisse y avoir, à côté des écoles, des balles qui s'échangent entre des bandes rivales. Vous parlez comme Nicolas Sarkozy. Je parle comme un président qui devrait faire son travail et qui aujourd'hui a visiblement abdiqué. Autre nouvelle du jour, Jean-Luc Mélenchon sera probablement le candidat des communistes et du Front de gauche. C'est une bonne nouvelle pour la gauche? C'est leur choix, je le respecte. Le Parti communiste a souhaité désigner un non-communiste. Jean-Luc Mélenchon, je connais Jean-Luc Mélenchon, très bien, c'est leur choix. Et ce que je demande, c'est qu'il y ait un rassemblement. Et je fais confiance au Parti communiste pour avoir le sens de cette union indispensable au second tour. Parce que s'il n'y a pas le rassemblement, alors il n'y aura pas la victoire. Alors, la semaine a été aussi animée autour des propos de Luc Ferry et de toutes ces rumeurs qui viennent évidemment de l'affaire Strauss-Kahn. Et vous, particulièrement, vous avez été, non pas mis en cause, mais désigné par une militante socialiste, élue socialiste, la mère de Tristan Banon, qui dit « Mais François Hollande, il était au courant de la manière dont Dominique Strauss-Kahn s'est comporté à l'égard de ma fille. » Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... Mais je vous dis parce qu'elle le dit publiquement, oui, voilà. Elle n'a pas dit vous êtes là, c'est aussi bien que vous elle n'a pas dit les choses ainsi, mais elle veut dire, il savait peut-être, mais comment? Comment on peut maintenant considérer que la rumeur doit devenir une forme d'argumentation? Qu'est-ce que vous auriez pensé de moi ou d'autres? En l'occurrence, on sait ce qu'on doit penser de M. Ferry, qui utilise des rumeurs sans pour autant les étayer. Enfin, il y a une protection légitime de la vie privée. Et donc, moi, je fais en sorte que lorsqu'il y a une information, elle doit être connue. Et d'ailleurs, les tribunaux sont faits pour ça. Quand une personne a été agressée, son premier réflexe doit être d'aller devant les tribunaux. Mais quand on est dépositaire, comme beaucoup, de rumeurs, écoutez, franchement, on ne les utilise pas. Parce que sinon, c'est une forme d'indécence dans le débat public. Et par rapport à la mère de Tristan Banon, vous êtes formel? Oui, moi je n'avais connaissance que de rumeurs et je n'ai jamais voulu les étayer. C'est pas à moi de le faire. De rumeurs, uniquement. Très bien. Alors, demain, il y aura l'audience, de nouveau, de Dominique Strauss-Kahn qui va comparaître devant un juge. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience? Que la justice fasse son travail. C'est une justice qui n'est pas la nôtre. Elle a ses rites, elle a ses usages, elle a ses procédures. C'est peut-être pas facile à comprendre. Enfin, moi, j'ai pas d'autre commentaire que de dire il y a aujourd'hui une nécessité de connaître la vérité. Et je fais confiance à la justice américaine, une justice dans un pays démocratique. Elle a ses manières de faire, elle a ses brutalités, on l'a bien vu, mais elle a son devoir de chercher la vérité. Et je crois que chacun veut la vérité. En avril dernier, dans une interview à notre confrère Le Monde, vous disiez ceci à propos de Nicolas Sarkozy. Il aura fait la démonstration que l'argent, la confusion des genres, la réussite qui n'est pas forcément le mérite, ne peuvent servir d'horizon, surtout dans une période de crise. Ne croyez-vous pas que, après toutes les nouvelles qui nous sont venues de New York, un certain nombre d'électeurs de gauche vont se dire mais ça pourrait tout aussi bien s'appliquer à Dominique Strauss-Kahn? Mais Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat à la présidence de la République, n'est pas président de la République. Mais il a failli l'être. En tout cas, candidat, j'entends. Et puis on ne sait rien de ce qui va se produire sur le plan judiciaire. En revanche, Nicolas Sarkozy, nous pouvons apprécier, au sens évaluer, ce qu'il a fait depuis maintenant plus de 4 ans, la manière avec laquelle il s'est comporté, la connivence avec un certain nombre de milieux, cette espèce de manquement à toutes les règles de respect. Bon voilà, c'est pour ça que je pense qu'il aura à juger. C'est pas le seul motif qui justifie mon opposition à lui, c'est le contenu de sa politique. Mais c'est très important que le chef de l'État, en tout cas c'est comme ça que je conçois mon propre engagement, puisse être un homme respecté, ou une femme respectée, parce que respectable. Vous ne craignez pas que, après ce qui s'est passé à New York, enfin en tout cas les interrogations, la maison à 50 000 $, etc., un certain nombre d'électeurs socialistes se disent mais c'est ce candidat-là que le Parti socialiste se préparait à nous proposer? Vous savez que moi j'avais annoncé ma candidature il y a déjà plusieurs semaines, même 3 mois. 31 mars. 31 mars. Donc, si j'avais fait ce choix, c'est parce que je pensais que j'étais le meilleur candidat. Et donc, aucun de mes concurrents potentiels, celui-là ou un autre, n'avait la même capacité. C'est ce que j'ai pensé. Et je pouvais imaginer que d'autres candidats avaient des qualités différentes des miennes.
mais que dans la situation du pays aujourd'hui, j'étais celui qui pouvait représenter ce qu'attendaient nos électeurs, c'est-à-dire une façon de faire claire, constante, cohérente. Et j'avais appelé ça le présidence normale, parce que nous en avons besoin. On va en parler. De réconciliation, de rassemblement, d'harmonie. Voilà, je reste sur cette ligne directrice. En octobre 2009, déjà, vous voyez, ça fait presque 2 ans, à Périgueux, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez dit « La fiscalité va être au cœur de la confrontation électorale de 2012 ». Alors j'ai une question simple, avec le projet du PS ou le vôtre, à partir de quel niveau de revenu va-t-on payer davantage d'impôts ? Vous aviez parlé de 4 000 € en 2007. Enfin, c'était en 2007, 4 000 € par part. Oui, par part. Hein, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 % de la population. Alors vous êtes et là, toujours il s'agissait de remettre en cause des avantages fiscaux qui avaient été accordés. C'était le gouvernement Villepin qui les avait octroyés. Mais là, il va falloir mettre tout à plat. C'est-à-dire ce que je propose, que le Parti socialiste d'ailleurs a intégré dans son projet, à juste raison, c'est d'avoir une réforme ample pour les particuliers comme pour les entreprises. Avec une base large, prendre tous les revenus, revenus du travail, revenus du capital, on applique le même barème. On fusionne aujourd'hui l'impôt sur le revenu avec la contribution sociale généralisée. Pourquoi je fais cet effort de proposition, de clarification? Parce qu'il ne sera pas possible de demander quelque sacrifice que ce soit à la population. Il en faudra. Je préfère le dire, compte tenu des déficits et de l'endettement, s'il n'y a pas une transparence, une simplification et une équité fiscale. Et alors, nous verrons bien, à partir de quel revenu, de quel patrimoine, il va falloir faire. Vous le direz avant le vote ? Je présenterai cette réforme, je l'ai déjà fait, oui, avec le souci d'alléger la charge fiscale des plus modestes et de certaines catégories moyennes. Mais vous savez, tout le monde se demande, se dit, de relever, est-ce que je suis à la classe moyenne, est-ce que je suis au la niveau... classe moyenne, je vous ai donné les chiffres. Hein. Oui. Aujourd'hui, le revenu médian, c'est-à-dire 50% des Français gagnent moins de 1 500 €. 50% des Français gagnent plus de 1 500 €. C'est le revenu médian. Et puis, quand on arrive à 4 000, 5 000 €, on est par personne. On est dans les 3-4% de la population. Mais vous donc savez, ceux-là seront touchés. Non, l'écart le plus significatif, l'inégalité qui c'est la plus ouverte, qui c'est la plus aggravée, c'est pas entre les 10% de Français les plus favorisés et les 10% les moins favorisés. Là, l'écart est de l'ordre de 1 à 4, 4,5. C'est finalement ce qu'on trouve dans toutes les grandes démocraties, dans tous les pays développés. En revanche, les 0,1%, les 0,1% de contribuables se sont largement enrichis, alors qu'ils étaient déjà parmi les plus favorisés. Alors là, on est à partir de quel niveau ? Là, on est à partir de 50 000 €. C'est surtout cela oui, que vous visez. Oui, mais ça ne suffira pas. Vous avez raison de dire qu'il ne suffit pas de prendre sur cela pour avoir réglé le problème de nos finances publiques. Il va falloir faire des économies et il va falloir faire en sorte que nous ayons une fiscalité qui ait un meilleur rendement. Parce qu'il va falloir aussi s'occuper de la fiscalité des entreprises. Vous aurez un débat tout à l'heure avec Bernard Maris sur ce sujet de l'économie. Je vous propose de passer à la deuxième séquence, le reportage.